recette, c'est des huîtres. Donc pour l'huître, vous voyez sur le fond, on a la gelée blanche. Donc la gelée blanche, c'est simplement, d'un côté, on a pris la moitié, donc 20 centilitres de crème qu'on a fait chauffer, on a fait tremper des feuilles de gélatine. Tremper, c'est important parce que si on la met directement dedans, ça fond également, mais ça met un peu plus de temps, donc c'est important de les tremper dans de l'eau froide, pas tiède, ou à peine tempérée, on va dire. Une fois que la crème a eu d'ébullition, on a mis les feuilles de gélatine dedans, mais par contre, on les fait chauffer doucement, pas d'ébullition, parce qu'à partir du moment où une ébullition trop importante sur un liquide qu'on veut gélifier, si ça bout, on perd le pouvoir gélifiant de la gelée. Ah, ouais. Donc ça, c'est important de le savoir. Ça prend moins bien, ça prendra, mais ça prend moins bien. Donc on fait vraiment chauffer tout doucement. À côté de ça, on a pris également, plus ou moins un temps pour temps, 20 centilitres de crème avec 6 huîtres qu'on a ouvertes et sorties. On a mixé, on a mélangé les deux. On l'a passé vraiment au chinois tout fin pour pas qu'il y ait de débris ou de morceaux d'huîtres en dedans, pour avoir vraiment quelque chose de bien lisse. On a récupéré également la carcasse d'huître qu'on a nettoyée vraiment pour enlever le nerf, et pour vraiment bien propre, pour enlever tout l'excédent de sable ou de cartilage qu'il peut y avoir. On les a placés et on a mis simplement, on a rempli le fond de l'huître avec ça. On l'a fait prendre au frigo. À côté de ça, on a pris les carottes que vous voyez ici. Vous voyez? Donc celle-là, avec le canneleur, on l'a montré la fois dernière, on avait pris le canneleur pour faire des jolis citrons. En fait, c'est le même principe, on longe bien la carotte, enfin l'épluche, on la lave, on longe bien pour faire vraiment des traces, des sillons dedans. On l'a coupé de la même épaisseur, on les a fait blanchir à l'anglaise. Blanchir à l'anglaise, c'est un volume d'eau fortement salé. On les plonge dedans, on les fait vraiment croquantes, ou ça c'est à convenance, on va dire, ou un peu plus cuites pour celles qui préfèrent vraiment qu'elles soient cuites. Et après on les fait refroidir dans l'eau froide, idéalement avec des glaçons encore, mais si on a un volume d'eau assez conséquent froid, ça coupe vraiment net la cuisson et on préserve la couleur et toutes les qualités nutritives de l'aliment. Une fois qu'on a ça, on les égoutte, on les sèche, on les a placés vraiment sur le côté. On a pris des pousses d'épinards qu'on a lavées, on a enlevé la tige un peu épaisse, on l'a coupé vraiment en fine julienne pour vraiment disposer sur l'huître également pour apporter vraiment de la couleur. Alors pourquoi de l'épinard, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est une herbe indirectement qui n'est pas puissant au goût, parce qu'on peut prendre plein d'herbes, mais le problème c'est que l'estragon, l'aneth, le coriandre, enfin tout ça, ça a de la puissance. Et là on est quand même vers quelque chose de marin, avec de l'iode, tout ça, donc on veut vraiment retrouver ce goût-là, et on voulait quelque chose de coloré, donc l'épinard convient parfaitement pour ça. Donc on l'a vraiment mis en julienne tout finement, on l'a mis dessus, et après on a terminé avec l'huître, donc pour celles ou ceux qui veulent l'huître en général crue, donc là on l'a préservé, on l'a ouvert, j'ai sorti, on l'a mis dans l'eau de mer et on l'a mis au frigo pour vraiment garder le plus longtemps possible. Et là on va dire idéalement c'est une recette qu'on peut faire sur 6 heures, pas plus, on va dire, on va le faire le matin pour le soir, parce que l'huître quand même, faut pas jouer parce qu'on peut sentir mal, mais il y a 2-3 heures, il n'y a aucun problème dessus quoi. On a vraiment le temps de tout préparer, ça va assez vite quand même on va dire. Et on est tranquille, mais on ne peut pas le préparer la veille pour le lendemain, parce que là, ou à moins qu'on la fasse cuire. Là, ça c'est une possibilité. Donc on a fait celle-ci en l'occurrence, on les a fait cuire. Donc on a procédé comment? On les a juste pochés, donc un volume d'eau sans rien du tout, sans apport de sel, rien du tout. On les a fait, dès que ça a frémi, on les a plongés dedans. On a compté 8 minutes, je les ai ressortis, je les ai remis dans l'eau de mer pour les refroidir. Et en même temps, elles vont reprendre un peu de salinité. Et on les a mis simplement sur le dessus pour l'avoir donc joliment. Les huîtres crues, vivantes, on les a mis sur les sopalins pour les sécher, pour éviter qu'il y ait de l'eau sur la gelée, parce que voilà, on veut quelque chose de présentable. Et pour terminer, on mettra au dernier moment la gelée. Donc la gelée, c'est simplement l'eau de mer qu'on a filtrée. Quand je dis filtrée, c'est vraiment chinois très fin. On a même mis un sopalin pour éviter qu'il y ait du sable et de la carcasse d'huître dedans, parce qu'il n'y a rien de plus embêtant que d'avoir ça sur le palais. Pareil, on a fait tremper de la feuille de gélatine, les proportions sont sur la recette. Alors sur la recette, vous avez vu, j'ai mis pour 4 personnes, c'est quasiment plat 27-8, donc ça fait 6, 12, 18, 24, ça fait quasiment 6 huîtres par personne. Là ce soir, donc on a fait 2 fois la recette pour tout le monde, ça fait 3 huîtres par personne. Donc il faut juste avoir conscience que quand on fait cette recette-là, c'est pour autant d'huîtres, on va dire. Voilà. Donc ça ne fait pas des grosses proportions. Donc voilà. Donc, les feuilles de gélatine de nouveau à tremper. Le jus d'huître, enfin l'eau d'huître, on l'a filtré, on l'a mis dans une casserole, on a mis les feuilles de gélatine à chauffer, donc vraiment tout doucement tiédir. On l'a mis à refroidir au frigo. Une fois que ça a pris, vous avez vu tout à l'heure la gelée, c'était vraiment ferme. À l'aide d'une fourchette, on l'a écrasé. J'ai mis du jus de citron,
Et maintenant je le remets juste à prendre, au dernier moment je mettrai un petit coup et on en mettra sur le vitre. Donc ça apportera de la brillance et c'est ce qui va apporter vraiment le côté Pepsi avec l'eau de mer, le côté iodé et citronné à l'ensemble de l'huître. Voilà, donc vous aurez vraiment une belle entrée, on va dire, avec comment dire, un visuel plutôt sympa parce qu'il y a plein de couleurs et gustativement, on verrait, ça fait parler. Parce que comme dit au cours de hier soir, tout le monde m'a dit oh, les huîtres au Cédric, on est venu pour toi, après. Et au final, tout le monde a dit ah, on va refaire parce que vraiment, c'est vraiment différent. Et les algues, c'est... Et les huîtres que tu as prises là, c'est... Là, j'ai pris de la marraine de Léon, alors attends, je vais mettre ça là et je vais vous expliquer. Les algues aussi. Mais oui, les algues, c'est pour mettre en dessous de l'assiette pour faire bouillir. Là, j'ai pas réussi à l'avoir, elles ne sont pas arrivées malheureusement. Ah d'accord, ok. Mais c'est vraiment juste pour la décoration. Ah, la déco. Elle se consomme pas. Non, c'est des algues classiques, on va dire que j'aurais mis juste à bouillir pour laver, parce que souvent là, elles sont assez fortes. Et quand on a ça dans l'assiette, on va dire, ça peut dégager une odeur pas forcément plaisante. C'est pour ça que je les aurais fait juste bouillir, refroidis, après pour décorer le plateau ou l'assiette. Alors oui, j'ai pris des marraines d'Oléron pour une raison, parce que quand on est nombreux, alors je vous invite toujours à faire un petit peu la même chose, parce que à moins qu'on sache que tout le monde est amateur d'huîtres et qu'il en consomme régulièrement, dans ce cas-là, on peut aller vers des huîtres affinées, comme on dit. Donc là, la bretonne est bien, on l'a dit à Marie Morgan, c'est une huître irlandaise qui est vraiment super bonne. Enfin voilà, on peut aller vers des huîtres plus charnues, qui sont plus travaillées, un peu plus blanchâtres, ce qui ne veut pas dire laiteuses, mais plus grasses, parce qu'elles sont sorties de l'eau, enfin pleine mer. Elles ont été mises dans différents bassins. On les sort de pleine mer, en pleine mer ça travaille, il y a toutes les vagues, il y a la houle, il y a plein de choses. Ça s'ouvre, ça baille, ça travaille, donc c'est maigre. Et après on les met dans les bassins. Et c'est là où on apporte différentes saveurs, mais par contre ça ne bouge plus, donc ça se nourrit un petit peu des aliments, enfin de tout ce qu'il y a dans les différents bassins, et on les passe vraiment dans différentes choses, plus ou moins éloignées de la mer pour apporter plus ou moins de salinité. C'est vraiment, c'est comme le vin, en fait ça se travaille, hein, c'est vraiment enfin, c'est assez intéressant à étudier également. Mais c'est comme ça qu'on obtient des huîtres raffinées, et qui coûtent de plus en plus cher, plus on les laisse affiner, plus ça coûte cher également. Et Gilardeau est l'une des références dans ce... À 80 € la ouais. Voilà. Mais en l'occurrence, quand vous êtes nombreux, pour revenir, prenez de la marraine d'Oléron, c'est la plus classique, celle qui passera en général, voilà. Même celui qui ne vous dira pas les mauvaises, il manquait peut-être un peu quelque chose en termes de goût, de charnu, mais par contre ça passera toujours bien. Et la Artmarcom là qui est dans la Artmarcom, recette, c'est une bretonne, mais c'est ouais. déjà une huître charnue. Bretonne par définition, elle est déjà plus charnue, ouais. Elle est forte, hein. Elle est puissante. Hein. Donc les boulettes d'agneau. Donc là on a pris de l'épaule d'agneau, c'est bien ça? Oui. Oui, épaule d'agneau. Le boucher a désossé, a passé au mixeur. On aurait pu le lâcher nous-mêmes, mais bon, c'est plus simple de faire parce que tout est en plus réfrigéré, on est plutôt clean et puis... Il a dégraisse un petit peu, mais il laisse pas complètement, non, parce que l'agneau c'est quand même une viande sèche également. Si tu laisses pas de matière grasse, c'est pas terrible. Voilà, donc là, ouais, mais il faut parce que c'est ce qui nourrit un petit peu. En général, il laisse quand même ce qu'il faut pour faire quelque chose. Voilà. Donc il le passe, et puis voilà, par contre là pareil, quand à partir du moment qu'on fait des viandes hachées, que ce soit bœuf ou peu importe, on consomme dans la journée. Hein. On ne l'achète pas forcément pour 1 ou 2 jours après. C'est pas idéal. Parce que ça travaille plus vite, enfin, il y a tout qui se débloque plus vite en fait. Voilà. Donc c'est vraiment des produits qu'il faut idéalement consommer le jour J. Donc là, on a pris notre viande hachée, on a mis de l'ail, de l'échalote qu'on a dégermé, épluché, ciselé finement ou haché finement. On y a mis de la coriandre hachée, donc décortiquée, lavée, hachée, de la menthe, on a enlevé la tige ciselée. On y a mis différentes épices, le curcuma, le piment d'Espelette, la menthe également dedans. Paprika, curcuma et piment d'Espelette, sel, poivre, de l'œuf et de la chapelure. Là, on mélange tout ça. Sur la recette, après on forme les boulettes comme vous avez vu tout à l'heure. Et effectivement, si on n'est pas nombreux, on peut prendre la poêle et les faire poêler à la poêle, c'est pas un problème. Moi, personnellement, ça fonctionne très bien. Souvent, je fais les cuissons au four. Hein. Ouais. Donc, cuisson au four, moi j'aime bien utiliser l'huile d'olive, ça se marie bien également dans l'esprit un petit peu oriental. Et puis dans l'esprit oriental, c'est un peu mieux. Donc, on m'a dit j'aime bien l'huile d'olive, on a bien imbibé. Et j'ai mis le four à 150 degrés à préchauffer. Et tu mets l'huile sur les boulettes aussi? J'ai mis l'huile sur les boulettes, simplement j'ai arrosé. Après je vais les tourner une fois donc je vais mettre 15 minutes.
À 7 minutes, je vais mettre la minuterie, je vais tourner une fois. Et en 15 minutes, c'est cuit. Et ça aura juste bruni comme il faut, parce que l'huile, ça c'est frémissant. Le four, il est quand même bien chaud. Donc ça va cuire vraiment bien et ça évite que ça dessèche. 15 minutes à 150. 150 degrés. C'est noté là, c'est bon. Si vous, parce que, et avec de l'huile d'olive, hein, si vous faites comme ça. Si vous voulez, voilà, si vous faites à la poêle, mettez pas d'huile d'olive parce que monter en température, c'est pas super bon en termes de quand ça chauffe trop. Pour accompagner ça, on a fait une sauce yogourt. Donc là, on a pris des yaourts à la grecque. On y a mis de l'ail, on y a mis de la coriandre, sel, poivre et jus de citron. Ça, c'est vraiment pour adoucir le plat, pour vraiment avoir quelque chose d'un petit peu différent et qui apporte vraiment l'agneau et le yogourt. C'est vraiment un truc qui fonctionne vraiment bien, le mélange. Et pour accompagner ça, on a fait simplement des légumes, un peu esprit couscous, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on a pris de l'eau que j'ai salée tout simplement. On a mis du céleri rave coupé en morceaux, du fenouil, des tomates, parce que les tomates j'aime bien, ça, on l'aperçoit plus après, mais ça apporte une petite couleur au bouillon. Non, c'est pas écrit, c'est pas écrit. Fenouil, céleri rave, céleri branche, carottes. J'ai mis de la coriandre dedans, un peu d'ail haché. Coriandre en graines. Non, les coriandres, des feuilles de coriandre dedans, tout simplement, et j'ai laissé cuire ça pendant 1h30 tranquillement. Là, tout est cuit. Au dernier moment, j'ai mis les pois chiches parce qu'ils étaient déjà cuits, donc ça sert à rien de les mettre. Donc là, je vais juste faire réchauffer au dernier moment. Donc on va prendre une assiette creuse, on va y mettre une belle quantité de légumes, un petit peu de bouillon, les boulettes et la sauce à part. Donc vous verrez, c'est vraiment, en plus avec les températures qu'on a un petit peu, c'est bien. Moi, c'est pas très lourd et c'est goûteux, ça parfume bien, c'est plutôt pas mal. Tu as mis des épices avec les légumes Oui, j'ai mis également une cuillère, un petit peu, j'avais mis quoi, 3 litres d'eau à peu près, j'ai mis une petite cuillère à café de piment d'Espelette et de curcuma. Voilà, juste pour rappeler un petit peu les épices. Mais vraiment léger parce que les boulettes sont déjà, alors pas puissantes, mais sont déjà parfumées. Il ne faut pas que tout soit trop parfumé parce que sinon, à un moment donné, c'est un peu trop fort. On aurait pu mettre un peu de cumin aussi, Cédric. Un peu de cumin. Un peu de curcuma, j'ai mis dedans. Non, du cumin, pardon. Est-ce qu'on peut en mettre céleri? Tu peux, ouais, bien sûr, ça se rejoint, donc il n'y a pas de problème, ouais, tout à fait. Oui. Bah, c'est pas tout à fait pareil. Mais ça se rejoint quand même, on va dire, tu prends du, comment ça s'appelle, ça mélange tout ça, voilà. Donc voilà. Ou au pire, tu mets un petit peu de voilà. Et les pois chiches encore dedans. Les pois chiches, je les ai mis au dernier moment parce qu'ils sont cuits. Si maintenant on avait pris des pois chiches crus, on les aurait déjà fait tremper au moins, idéalement la veille, j'allais dire, au moins 6 heures. Et après on les aurait fait cuire dans un petit bouillon à part, hein, parce que ça met quand même du temps à cuire. Mais ceux-là, tu les mets à la fin. Là, je les ai mis à la fin. Là, ça ne cuit plus, je vais juste réchauffer encore et puis prêt à servir. Les légumes, il faut compter combien de temps? Il n'y a pas vraiment de temps. Là, ils sont bien cuits, tu vois, ils sont plus. C'est comme un pot-au-feu un petit peu. En fait. Tu peux laisser cuire, ça ne tombera pas forcément en miettes, on va dire. Mais voilà, si tu cuis 4 heures, à un moment donné, les légumes sont un peu vraiment trop cuits. Quoi. Donc idéalement, c'est quand même que garder un peu de mâche quand même. Quoi. Mais là, ça cuit 1h30, ils sont vraiment bien. Voilà, donc il reste le dessert. Donc là, on a fait le caramel. Donc là, simplement comme d'habitude, je répète, une casserole avec un fond épais, ça c'est primordial parce qu'à la maison souvent on n'a pas ça, mais ça aide beaucoup. On met le sucre à feu moyen ou doux, vaut mieux que ça prenne plus de temps que trop vite. Et on laisse fondre tout simplement. Et surtout on n'utilise pas d'ustensile, on remue vraiment comme celles qui ont vu, vraiment jusqu'à qu'il y a vraiment tout le sucre qui est fondu. Et de temps en temps on le met hors du feu quand on voit que ça ne va pas et on joue un petit peu. En fait on joue avec la température. Quand tout est fondu, préalablement je vais chauffer la crème. Pourquoi? Pour que le choc thermique soit un peu moins fort, parce que si on met la crème froide dedans, ça va figer au fond et du coup après ça met encore une fois plus de temps à fondre et tout est plus compliqué en fait. Donc faites chauffer la crème, on la met dedans et après on peut y aller au fouet, on fait vraiment tout dissoudre et on laisse chauffer jusqu'à vraiment avoir une consistance bien siropeuse, vraiment avoir une belle sauce quoi. Qui va bien napper l'assiette. Tu peux montrer à la caméra, juste tu retournes la casserole là. Ouais, super. Qui va vraiment bien napper le fond de l'assiette. Donc la recette de la glace, je vous l'ai mis, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, on n'a pas pu la faire ce soir pour une raison, parce que le temps de prise est beaucoup trop long, donc on ne peut pas le faire. Là, elle a quelque chose de crémeux avec... Il est en poudre. Il est en poudre, voilà. Ça apporte vraiment de l'onctuosité encore dedans, donc du coup c'est vraiment pas mal en termes de goût. Mais voilà, j'ai pas encore, on va dire, une turbine à gaz, c'est assez rapide pour que ça aille assez vite. C'est quoi le glucose
Glucose, tu trouves ça en pâtisserie, c'est du glucose déjà, on va dire, qui est déjà coulant, tu vois. Et tu mets juste dedans et il se dissout instantanément en fait. Mais faut le prendre, mais tu trouveras pas ça en commerce, faut aller dans les pâtisseries et demander. Bah, ça aide à sucrer, c'est pas une obligation, mais voilà, c'est un petit plus. Voilà. Toi, tu trouves ça assez facilement, ça se présente comme ceci. Le paquet là de coco râpé là. C'est du coco râpé. C'est une astuce. Ça peut aider. Donc là, on va prendre la glace finie, on va faire des belles boules, on va prendre des gants, quelqu'un va les enrouler dans la poudre de coco. Donc on aura la crème caramel sur le fond et la boule de glace coco dessus. Et on aura vraiment un esprit assez sympa. C'est un dessert super facile mais qui passera très bien pour terminer la soirée. Voilà, mais rien, ce soir, effectivement, tout c'est allé assez vite. Il n'y avait rien de compliqué, mais vous verrez, on a une assiette sympa à l'entrée avec un magnifique visuel et gustativement, je pense que ça va vous plaire. Après, on a une assiette avec plein de goût, plein de saveurs. Et on termine avec une touche sucrée qui est plutôt sympa, caramel, coco, ça se marie très bien. Voilà. Parce que t'es tellement content d'avoir un bébé. Ah bon? C'est mangeable.